Tout de suite, le JT. Merci d'être au rendez-vous de la chaîne citoyenne, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs de la radio Electron FM. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. La politique s'invite à l'entente de cette édition. Le président du conseil provincial du Logone occidental, Ali Bokar, a fait un point de presse hier. Ce point de presse a pour but d'annoncer l'adoption du budget du conseil pour l'exercice 2025. Ce budget s'élève à un montant de 2,493,900,000 francs CFA. Pour plus de précisions, suivez le président du conseil provincial au micro de Ali Golmem Emmanuel. L'Assemblée délibérante approuve le règlement intérieur et le budget primitif de la province du Logone occidental pour l'exercice 2025, tel que présenté. C'est un projet de budget équilibré, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2,493,931,462 francs CFA. De ce qui précède, l'Assemblée délibérante autorise le président du conseil provincial à engager les dépenses de fonctionnement et d'investissement dans la limite des crédits ouverts au budget primitif et à signer tous les actes nécessaires à la réalisation des actions prévues dans ce budget. L'Assemblée délibérante demande au président du conseil provincial et ordonnateur des dépenses de, entre autres, exécuter le budget en respectant les règles de la comptabilité publique en vigueur, mettre en place un mécanisme de suivi pour améliorer la mobilisation des ressources au titre des revenus pétroliers affectés à la province productrice du Logone occidental. Mettre en place un dispositif de suivi de la mobilisation des centimes additionnels de la TVA intérieure, impôt, et de la TVA à l'import, douane, pour accroître les recettes de la province. L'Assemblée délibérante autorise le président du conseil provincial à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'adhésion de la province du Logone occidental à l'Association nationale des provinces du Tchad, ANPT. Ceci était à présent de la province du Logone occidental. Revenons ici à N'Djamena pour dire qu'au cours de ces dernières semaines, la capitale et ses périphériques ont enregistré 3 fortes pluies successives. Ces pluies ont causé des dégâts matériels touchant ainsi plusieurs secteurs de la ville. On en sait un peu plus avec Bainazi Nicolas. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena ont provoqué des dégâts collatéraux, ralentissement des activités commerciales, blocus dans de bien d'autres secteurs de la ville. De nombreuses petites entreprises, notamment dans les secteurs informels, ont subi des pertes matérielles énormes. Les déplacements de la population active ont été fortement perturbés. Plusieurs routes principales et secondaires sont devenues, surtout dans les faubourgs. La dégradation des chaussées s'est accentuée avec l'apparition de nids de poules et l'effritement des revêtements. L'insuffisance et le mauvais entretien des systèmes de drainage ont aggravé encore les stagnations d'eau. Le risque sanitaire augmente avec la prolifération des moustiques et des maladies hydriques, paludisme, choléra, diarrhée. Cela est dû à l'insuffisance de planification urbaine et occupation anarchique des zones inondables. Le manque de canaux de drainage fonctionnels et le curage des caniveaux en amont sont les signes précurseurs des inondations. Il est temps et nécessaire de renforcer les infrastructures de drainage et d'évacuation des eaux. Mener des campagnes de sensibilisation à l'assainissement et à l'urbanisation planifiée pour éviter le pire. Mettre en place un dispositif d'assistance aux sinistrés. Réhabiliter en urgence les routes les plus endommagées pour assurer la mobilité. Car, selon les spécialistes attitrés, les prévisions météorologiques dans les jours à venir seront compliquées.
Autre volet de l'actualité, après 3 mois de repos, les élèves s'apprêtent à renouer avec les bancs. Et c'est le moment idéal pour se préparer et entamer cette nouvelle rentrée scolaire 2025-2026. Pour bien rassembler les fournitures scolaires, quelques parents d'élèves anticipent, tandis que d'autres sont touchés par les dégâts causés par les pluies diluviennes. Le sujet a attiré l'attention de Jospin Nabi et Kouabari Maloum Esther. Suivez le reportage. Les vacances touchent doucement à leur fin. Une atmosphère de calme règne dans les établissements scolaires. Dans la cour, du jardin à l'établissement secondaire, le silence est total. Toutes les salles de classe demeurent désertes. Les tables recouvertes d'une fine couche de poussière, tandis que les tableaux conservent encore les traces des enseignements passés. Certains établissements mettent déjà en place les modalités pour une rentrée réussie. Les inscriptions et préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes dans plusieurs écoles qui s'efforcent de préparer leurs enseignants à cette nouvelle année scolaire grâce à des formations pédagogiques. Les outils pédagogiques, à savoir comment gérer la classe, gérer aussi le conflit des enfants dans la culture de la paix, des ambassadeurs de la paix, pour qu'il y ait la tranquillité, la non-violence. Cependant, cette préparation à la rentrée ne se fait pas sans inquiétude. De nombreux parents d'élèves s'inquiètent de la cherté de la vie. Les frais scolaires qui sont revenus en hausse chaque année, déjà conséquents, risquent de peser lourdement sur les budgets familiaux, amplifiant la pression sur les ménages et les enfants. En tant que parents, nous sommes conscients de ce que nous devons apprêter comme fourniture scolaire pour la rentrée de nos enfants. Bien que je n'ai pas encore inscrit mes enfants, mais je le ferai bientôt. La rentrée scolaire ici au Tchad, vous le connaissez, nous les fonctionnaires, il y a certains fonctionnaires jusqu'à là, le salaire ne suffit pas à notre besoin. Certains parents sont sous crédit, sont obligés de prendre des crédits scolaires pour inscrire leurs enfants. Maintenant, on est en centre, la rentrée est déjà prévue pour les 15 mai, il n'y a pas d'argent. Parfois, nous, les mères, qu'on est en train de commerçants, on voit les choses. Donc, la charité de vie aussi nous dépasse. Donc, parfois, c'est les tontines là qui nous aident. Donc, si l'État pouvait aussi peut-être voir comment diminuer aussi le prix de l'école, ça peut arranger. Les privés coûtent maintenant 100 quelques mille. Même l'école publique même coûte maintenant 5 000 francs. C'est pas facile pour nous. Les écoles sont dans l'eau par-ci par-là. Il n'y a pas trop d'engouement. Mais nous, en tant que parents d'élèves, on attend. Parallèlement à la cherté de vie, la saison des pluies soulève de nouvelles préoccupations pour certains établissements. En effet, plusieurs écoles sont déjà confrontées aux dégâts naturels causés par des intempéries, ainsi qu'à des conséquences sur l'infrastructure scolaire. Ces problèmes ajoutent une dimension supplémentaire aux défis qui devra relever le système éducatif à la rentrée. Avec une rentrée qui s'annonce chargée en émotions et en défis, élèves, parents et enseignants devront se préparer à relever ces enjeux ensemble, dans l'espoir d'une année scolaire réussie malgré les obstacles. Merci Josephine. Éducation, puisqu'on en parle, restons-y pour dire qu'à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, 2 syndicats qui sont censés défendre la même cause, c'est-à-dire le syndicat des enseignants du Tchad et le syndicat indépendant des enseignants du Tchad, se disputent la légitimité syndicale. Au lieu d'une voix unie et ferme, ces deux laissent planer la menace de perturbation sur un système éducatif déjà fragile. Face à cette situation, quelle stratégie adopter pour que la rentrée scolaire 2025-2026 ne souffle d'aucune ambiguïté? Écoutons à ce sujet Kouabari Esther. Le 7 syndicat des enseignants du Tchad, structure historique, dispose d'un bureau national relayé par des sections provinciales dynamiques à l'image de celles de N'Djamena. Sa vocation demeure claire, c'est-à-dire défendre les conditions de travail et les intérêts matériels et moraux des enseignants du primaire et du secondaire. Pourtant, à l'issue de son 6e congrès ordinaire, censé impulser une nouvelle dynamique et élire un bureau légitime, des dissensions internes sont apparues, contestant la prolongation du mandat de l'équipe
l'équipe sortante. Certains membres ont claqué la porte et fondé le SIED, qui est le syndicat indépendant des enseignants du Tchad. Une scission qui, bien que nourrie par les mêmes objectifs de revalorisation de la profession enseignante, fragilise l'unité syndicale dans un ministère déjà confronté à des défis structurels. Dès lors, une interrogation s'impose. Comment un même corps des métiers peut-il se permettre le luxe de la division alors que ces revendications convergent? À qui l'enseignant de base, surtout en province, doit-il accorder sa confiance? Et qui, du SED ou du SIED, assure réellement le suivi de ces milieux des maîtres souvent confrontés à des affectations difficiles et à des conditions précaires? Au-delà de cette rivalité des leaderships, c'est l'élève tchadien qui paye le prix fort des grèves répétitifs et des bras de fer interminables. La suspension du SIED prononcée en octobre 2024 par la primature n'a pas empêché ces derniers de poursuivre ses activités. Mais la question de sa légitimité reste entière. Ces revendications sont-elles effectivement prises en compte par l'autorité ministérielle ou reléguées au second plan au profit du SED? En définitive, seule une voix syndicale unifiée, débarrassée des querelles intestines, serait à même de défendre avec efficacité et crédibilité les enseignants tchadiens. Une nouvelle convergence des luttes offrirait au système éducatif un nouvel élan, loin des fractures et des divisions qui, aujourd'hui encore, assombrissent l'horizon de la rentrée. Merci de continuer de suivre cette édition. Le ministère de la Santé publique a effectué une mission de terrain de la partie orientale, j'y arrive, du Tchad afin de s'imprégner de la situation liée à l'épidémie de choléra qui sévit dans plusieurs localités. C'était ce 12 juillet dernier et a pris fin ce 4 septembre 2025. Cette visite, s'il faut la rappeler, a pour objectif de constater l'ampleur de la maladie afin de renforcer la surveillance épidémiologique et d'apporter un appui aux équipes sanitaires. Roselyne Djekourvois nous en dit un peu plus. La mission de terrain conduite par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, à l'est du pays par rapport à l'épidémie de choléra a permis aux responsables du ministère de la Santé de rencontrer les autorités administratives, les agents de santé ainsi que les populations affectées. Au cours de cette mission, le staff du ministère de la Santé publique et de la Prévention a évalué les besoins urgents en matière de prise en charge médicale, des sensibilisations communautaires et des renforcements des médicaments intrants et personnels. Le ministère a réaffirmé son engagement à intensifier les mesures de prévention, notamment à travers les promotions de l'hygiène, l'accès à l'eau potable et la rapidité de la prise en charge des cas. Des partenaires techniques et financiers sont également sollicités pour soutenir la riposte et limiter la propagation de l'épidémie. L'épidémie de choléra demeure un défi majeur de la santé publique, en particulier dans les zones où l'accès à l'eau potable et l'assainissement et aux soins de santé reste limité. L'expérience récente, notamment dans la province du Ouaddaï, montre que la riposte rapide des autorités sanitaires, l'appui des partenaires techniques et la mobilisation communautaire sont essentiels pour réduire la propagation et la mortalité liée à la maladie. La lutte contre le choléra ne doit pas se limiter à la gestion des cas lors des flambées. Elle nécessite une approche durable basée sur la prévention, l'amélioration de l'hygiène, la sensibilisation des populations, renforcement du système de surveillance épidémiologique et mise en place d'infrastructures d'eau et d'assainissement résilientes. Ainsi, l'épidémie de choléra rappelle la nécessité d'investir dans la santé publique et de la prévention afin de protéger durablement les populations et d'éviter la récurrence de telles crises sanitaires. Et en culture, l'artisanat au Tchad joue un rôle multiple et essentiel. Sur le plan culturel, social et économique, ces secteurs offrent une opportunité d'emploi aux femmes qui œuvrent dans ce domaine. Lydia Yaki nous en dit plus.
L'artisanat est un gardien du patrimoine culturel tchadien. Il transmet de génération en génération des savoir-faire ancestraux et des traditions artistiques uniques à chaque communauté. Les objets artisanaux, qu'il s'agisse de la poterie, des textiles, d'objets en cuivre ou de la vannerie, reflètent l'identité culturelle et l'histoire des différents peuples du Tchad. L'artisanat est ancré dans la vie quotidienne. Les poteries, les vanneries ou les outils forgés sont des objets utilitaires indispensables au foyer tchadien. Certaines activités artisanales sont le domaine des casques spécifiques comme celle des forgerons dont les femmes sont souvent potières. D'autres comme la vannerie ou le tissage peuvent être pratiqués par différentes communautés renforçant les liens sociaux. L'artisanat est une activité génératrice de revenus pour des milliers de familles tchadiennes, en particulier dans le secteur informel. Il contribue à la survie économique des ménages et offre des opportunités d'emploi, notamment aux femmes. Le Tchad cherche à diversifier son économie, fortement dépendante du pétrole. Le secteur de l'artisanat est identifié comme l'une des filières porteuses ayant un fort potentiel de développement et de création de chaînes de valeur. L'artisanat contribue au développement local en créant des activités rémunératrices et en valorisant des ressources naturelles du pays. L'artisanat est un attrait majeur pour le tourisme. Les objets d'art, les textiles, la maroquinerie et les objets forgés constituent des souvenirs uniques pour les visiteurs et le secteur est perçu comme un moteur d'attraction touristique pour le pays. L'artisanat tchadien est bien plus qu'une simple production d'objets. C'est un pilier de la culture et de l'identité nationale, un levier de développement économique et un moyen essentiel pour les populations de subvenir à leurs besoins et de préserver un savoir-faire précieux. Dernier élément en sport pour boucler cette édition. Après 2 mois d'entraînement intense et de moments de partage, l'école de foot d'été a officiellement mis terme à ses activités ce 5 septembre 2025. Plus de 90 jeunes ont participé à cette aventure sportive au sein de l'Académie royale. Baindiksem Sadok et Nodjimadje Dangar Josiane étaient de la partie. Débutée en juillet, l'école de foot d'été a connu son épilogue dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté. Durant 2 mois, plus de 90 enfants ont bénéficié d'un encadrement technique et pédagogique visant à renforcer leur passion pour le ballon rond. Le coach a exprimé sa satisfaction face à la volonté et à la persévérance des enfants, mais aussi à l'implication constante des familles. Une collaboration qui, selon lui, a été déterminante pour atteindre les objectifs fixés. L'école de foot d'été, c'est une session ouverte sur 2 mois pour détecter les jeunes talents, pour les intégrer en octobre dans l'école de foot régulier qui dure 9 mois. Pendant ces 2 mois, nous avons appris que des choses basiques, les b.a.-ba du football, à savoir la passe et la passe. Mais cette année, par la force des choses et l'engouement autour de l'école de foot d'été, nous avons des jeunes âgés de plus de 15 ans qui sont là, ce qui nous oblige automatiquement à travailler aussi les dispositifs tactiques sur le terrain. Pour le directeur général de l'Académie royale, Yakba Serge Ouambi, la réussite de cette édition repose sur la confiance des parents et l'engagement du staff. L'école de foot d'été est l'antichambre de l'école de foot de l'Académie royale. La fin de l'école de foot d'été, aujourd'hui, nos élèves vont se reposer pendant 1 mois et à partir du 1er octobre, nous allons recommencer avec l'école de foot Académie royale proprement dite. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'il y a des enfants ou des parents qui inscrivent des enfants mais qui à un certain moment disparaissent et qui ne reviennent plus. Ça n'avantage pas, sinon ça ne favorise pas le bon apprentissage des enfants. Quelques parents présents à la cérémonie de clôture se disent satisfaits de l'encadrement donné au sein de l'école de foot d'été. Je félicite les enfants d'avoir fini leur formation et ils ont eu quand même des cadeaux à travers l'Académie royale en tant que formateur. Et puis donc c'est vraiment un événement très intéressant pour eux et puis pour nous aussi en tant que parents en train de les assister. C'est des choses auxquelles nous, à notre époque, nous n'avons pas eu cette chance. Et donc, c'est un plaisir pour nous de donner la chance au moins à nos enfants d'évoluer dans le sport qu'ils aiment. Bon, qu'ils finissent par être des professionnels, c'est autre chose. C'est ce que nous leur souhaitons. Même si ce n'est pas le cas, au moins ils auront fait le sport qui les intéresse.
Avec cette clôture réussie, l'Académie royale confirme son rôle dans la formation sportive des jeunes et ouvre déjà la voie à de nouvelles perspectives pour les prochaines éditions. Et c'est ici que s'achève cette édition de 13h. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à la régie. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.